l'énigme architecturale du siècle et les ombres d'une science oubliée. En 1825, la ville de Chicago vit s'élever au-dessus de ses rues animées une structure qui allait redéfinir à jamais les contours de l'ambition humaine, le Home Insurance Building. Culminant à une hauteur alors vertigineuse de 10 étages, cet édifice est universellement célébré dans les annuels de l'histoire urbaine comme le tout premier gratte-ciel de l'humanité. Les institutions académiques enseignent avec une régularité immuable que cet exploit architectural possède une date de naissance précise, un lieu de genèse unique et un père fondateur clairement identifié en la personne de l'ingénieur William le baron Janet. Cette narration propre, linéaire et parfaitement achevée, c'est solidement ancré dans la mémoire collective, transmise de génération en génération comme un fait scientifique incontesté. Pourtant, derrière la limpidité de ce récit fictionnel, une question fondamentale demeure systématiquement éludée par l'historiographie moderne, une interrogation que la recherche contemporaine semble curieusement éviter d'approfondir avec laquelle mérite. Cette question fondamentale ne porte pas sur les théories esthétiques ou les manifestes conceptuels, mais bien sur la réalité matérielle et logistique de l'exécution. Comment les bâtisseurs de cette époque ont-ils concrètement accompli de telles prouesses techniques? Au-delà des schémas théoriques et des annonces triomphales parues dans la presse de l'époque, la logistique réelle de ces chantiers gigantesques soulève des doutes vertigineux. La gestion des chaînes d'approvisionnement, la science des matériaux, les mathématiques de la main-d'œuvre et la coordination d'un personnel immense posent des défis qui semblent incompatibles à l'infrastructure de la fin du XIXe siècle. Les ouvriers opéraient en effet dans un monde encore dominé par les charrettes à traction chevaline, où le mortier était mélangé à la force des bras et où l'électricité, stable et fiable, faisait cruellement défaut dans la majeure partie des métropoles en expansion. L'analyse technique oblige à se demander comment des hommes travaillant avec des outils que la science moderne considère comme primitifs ont pu extraire, transporter, tailler, assembler et aligner des millions de tonnes de pierres, de taille et d'acier structurel. Ces opérations étaient exécutées avec des tolérances de précision si infimes qu'elles satisferaient les exigences des ingénieurs civils du XXIe siècle. Cette interrogation ose une simple posture rhétorique, mais une énigme matérielle absolue. L'étude approfondie des archives photographiques documentant les premiers gratte-ciel révèle des lacunes troublantes. Le problème ne réside pas dans la rareté des images, car la pauvreté des archives de cette époque pionnière de la photographie serait compréhensible. Ce qui interpelle les spécialistes, c'est la nature spécifique, sélective et profondément singulière des éléments manquants dans le registre visuel historique. L'histoire dispose de milliers de photographies de bâtiments entièrement terminés, montrant des façades grandioses, des halls d'entrée somptueux et des structures en fer forgé d'une complexité ornementale à couper le souffle. Les archives regorgeant également de portraits solennels d'architectes célèbres, de financiers influents et d'hommes politiques posant fièrement lors des cérémonies d'inauguration. Les discours officiers et les coupures de presse abondent pour célébrer ces réussites. En revanche, ce qui fait cruellement défaut, proportionnellement à l'échelle monumentale de ces projets, c'est une documentation visuelle complète, séquentielle et détaillée des phases initiales et intermédiaires de la construction. Plus les chercheurs examinant ces archives de près, plus le contraste entre l'absence de fondation documentée et l'omniprésence des structures achevées devient saisissant et inexplicable pour les observateurs attentifs. Le discours académique présente généralement cette transition comme la marche héroïque de la civilisation industrielle, s'élevant par ses propres moyens vers le progrès. Cependant, l'évolution technologique laisse habituellement une traînée de preuves écrites et matérielles sous la forme d'une longue période intermédiaire marquée par des erreurs, des ajustements et échecs documentés. Cette phase de tâtonnement est parfaitement visible dans l'histoire de l'aviation, depuis les planeurs expérimentaux du XIXe siècle jusqu'au tragique essai Aeronautis dans les premiers vols Russie. Le même constat s'applique à la vapeur, qui a connu des décennies d'amélioration progressive à partir de pompes rudimentaires.
Curieusement, cette phase d'apprentissage semble absente des grands programmes architecturaux de la fin du siècle, où les édifices monumentaux surgissent d'emblée avec assurance technique déconcertante. Hauts se trouvent les édifices de 10 étages qui ont oscillé sous le vent, qui se sont effondrés à cause de calculs de charges erronés ou qui ont nécessité des renforcements structurels en cours de route. Les monuments témoignant d'une véritable courbe d'apprentissage pratique brillent par leur absence. Ce schéma se répète avec une régularité troublante d'un projet à l'autre. Des structures magnifiques apparaissent pleinement formées, affichant une confiance géométrique qui semble devancer la documentation des méthodes et édifications. Ignure et Saint-Dienteux. L'apparition du Flatiron Building illustre parfaitement ce phénomène. Ces squelettes d'acier enveloppés de calcaire et de terre cuite s'amincissent jusqu'à une pointe d'une délicatesse extrême à l'intersection de Broadway et de la 5e avenue, provoquant une forme de désorientation spatiale chez ceux qui tentent d'analyser rationnellement sa construction. Ce sentiment d'incongruité technique dépasse largement les frontières du continent américain. À Melbourne, en Australie, le Rialto Building s'élève sur 8 étages, déployant une profusion de pierres de taille de style néo-gothique qui évoquent les grandes cathédrales médiévales européennes. Pourtant, cet édifice monumental a été érigé dans une ville qui n'était alors qu'une colonie britannique vieille d'à peine 50. Les premiers colons ayant assisté à la fondation des cabanes d'origine étaient encore vivants lorsque cette structure colossale était achevée. Le même paradoxe temporel et matériel se marque à São Paulo, au Brésil, où des bâtiments néoclassiques ornés de fioritures européennes complexes ont surgi au sein d'une structure urbaine qui, selon les rapports coloniaux de l'époque, peinait encore à établir l'infrastructure de base. Le phénomène se propage de manière simultanée à travers le globe, de Cairo à Buenos Aires, de Shanghai à Bombay, défiant les théories classiques de la diffusion technologique lente. Des cités caractérisées par des ressources matérielles radicalement différentes, des bassins de main-d'œuvre distincts, des climats opposés et des niveaux d'industrialisation inégaux aux produits, au cours d'une fenêtre historique incroyablement étroite, des édifices d'une extraordinaire et d'une complexité technique homogène. C'est ici que le problème de la coordination globale devient impossible à ignorer pour les historiens de l'industrie. La question de la main-d'œuvre qualifiée ébranle les explications officielles qui attribuent ces réalisations à de simples élans spontanés de progrès local sans connexion préalable bien établie. Le cas du domaine Biltmore à Asheville, en Caroline du Nord, dont la construction débuta en 1869, met en lumière les limites de ces explications. La résidence principale, c'est une fissure colossale, abritant un hall de banquet dont le plafond en poutre de chêne s'élève à une hauteur prodigieuse. La pierre utilisée pour cette structure, le calcaire de l'Indiana, a été extraite dans un tas distant, acheminée par d'immenses convois ferroviaires sur une ligne de chemin de fer construite exclusivement pour le projet, puis sculptée par des artisans pour former des milliers d'éléments décoratifs uniques. Le chantier fut achevé en seulement 6 ans, sans l'aide d'outils électriques modernes, de grues à haute performance, de conception assistée par ordinateur ou de lasers de nivellement. Les rapports de l'époque estimant que la main-d'œuvre atteignait environ 1000 hommes au plus fort des travaux. Un tel effectif paraît dérisoire pour accomplir un travail de tiel, mis bout à bout, s'étirer sur des distances astronomiques. Les mathématiques de ce rendement industriel soulèvent une interrogation majeure concernant la provenance d'une telle expertise. La formation d'un maître tailleur de pierre capable d'exécuter des œuvres d'art d'une telle finesse exige des années, voire une décennie d'apprentissage rigoureux. Il est historiquement difficile d'expliquer comment 1000 artisans hautement qualifiés ont pu être rassemblés instantanément dans une région rurale de Caroline du Nord, pour ensuite se disperser sans laisser de traces durables de leur corporation après la fermeture du chantier. La transmission d'un tel savoir-faire requiert l'infrastructure d'une longue tradition jalonnée de lignées d'artisans, d'écoles techniques et de guildes structurées.
Pourtant, les chercheurs peinent à trouver les traces documentaires de ces filières de formation à la fin du XIXe siècle. Dans les espaces de réflexion historiques alternatifs, l'énigme de cette soudaine explosion architecturale est parfois mise en corrélation avec la présence intrigante du nom de Tartarie sur les cartes géographiques antérieures. Vaste territoire s'étendant de l'Europe de l'Est jusqu'au rivage du Pacifique. Cette région figurait sous les dénominations de Grande Tartarie ou de Tartarie chinoise sur les cartes officielles dressées par les plus grands cartographes des gouvernements occidentaux du début des années 1200. Ce nom s'est progressivement effacé des documents cartographiques au cours du XIXe siècle, le territoire ayant été subdivisé, renommé et absorbé par les empires environnants jusqu'à disparaître totalement en tant qu'entité politique distincte. Sans tomber dans le piège des théories simplistes affirmant qu'un empire secret aurait bâti les infrastructures du monde entier, les historiens peuvent légitimement s'interroger sur l'éventualité d'une occultation ou d'une perte massive des connaissances techniques associées à cette vaste région de l'Eurasie. Il se peut que des traditions architecturales, des sciences des matériaux et des connaissances d'ingénierie développées dans ces contrées et migrées à travers les réseaux commerciaux et les déplacements de population pour nourrir projets de construction du XIXe siècle. Si cette hypothèse s'avérait exacte, les innovations observées à Chicago en 1855 ou à Melbourne ne représenteraient pas la naissance in nihilo d'une nouvelle technologie, mais plutôt la floraison ultime et spectaculaire d'un corpus de connaissances beaucoup plus ancien et mondialement partagé. L'ornementation excessive de ces structures constitue un indice de premier ordre. Si ces édifices incarnaient véritablement les premiers pas d'une méthode expérimentale assemblée à la hâte par une main-d'œuvre en cours de formation, la logique industrielle aurait dicté la construction de structures purement fonctionnelles, voire rudimentaires. Les éléments décoratifs complexes n'auraient dû apparaître que bien plus tard, une fois les problèmes fondamentaux d'ingénierie résolus et la maîtrise des charges structurelles parfaitement acquises. Or, la réalité des constructions de cette époque montre exactement le contraire. Le bâtiment affiche d'emblée une profusion maximale d'ornements intégrés, les gargouilles, les mouluicas aux corniches, les colonnes en granit poli et les panneaux de terre cuite, représentant des scènes mythologiques complexées, ne sont pas de simples éléments décoratifs superficiels ajoutés après coup. Ils font partie intégrante de la structure porteuse des édifices. Cela implique que les concepteurs et les artisans maîtrisaient parfaitement la complexité architecturale bien avant de poser la première pierre. Ce comportement organisationnel n'est pas celui d'une civilisation qui tâte le terrain ou qui découvre une technologie, mais bien celui d'une société qui applique un savoir-faire parfaitement mûri et standardisé. L'examen du Rookery Building à Chicago, conçu en 1938 par le cabinet Burnham et Roux, renforce cette impression de maturité technique préexistante. Les détails de sa cour intérieure en fer forgé présentent une complexité structurelle telle que les métallurgistes contemporains, s'interrogeant encore sur les procédés industriels précisés pour réaliser de tels assemblages à grande échelle à cette époque. De même, la bibliothèque du Congrès à Washington, achevée en 1997 après 11 ans de travaux, intègre des sculptures et des maçonneries d'une perfection absolue, exécutées selon les rapports officiels par des méthodes inventées sur le tas au fil de l'avancement du chantier. Cette explication récurrente de l'innovation spontanée et simultanée finit par susciter un scepticisme légitime parmi les analystes des méthodes de construction. Toutes les technologies connues de l'humanité passent par une phase d'adolescence technique ingrate et maladroite. Les premières automobiles ressemblaient à des chariots instables. Les premiers aéronefs étaient des structures de bois fragiles. Les premières photographies manquaient cruellement de netteté. Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières pour des capacités de calcul dérisoires. Pourtant, l'histoire de l'architecture du XIXe siècle semble exempte de cette phase de transition. Où sont les gratte-ciels transitoires aux façades mal alignées, aux calculs de répartition des charges défaillants
ou aux programmes décoratifs abandonnés en cours de route par manque de compétences techniques. Ces exemples d'échecs formateurs n'existent pratiquement pas dans les registres archéologiques urbains. À la place de ces balbutiements prévisibles, le monde assiste à l'émergence soudaine d'une tradition architecturale pleinement maîtrisée, déployée simultanément sur toute la surface de la Terre avec une assurance institutionnelle monumentale avant de s'éteindre de manière tout aussi abrupte. Au début du XXe siècle, cette riche tradition ornementale s'effondre brutalement pour céder la place au style international et au modernisme épuré. Les sculptures disparaissent, les moulures complexes sont abandonnées et les ornements en fer forgé sont proscrits des nouveaux chantiers. L'explication historique classique affirme que ce changement radical résulte d'une évolution rationnelle et d'une recherche d'honnêteté architecturale face aux nouveaux impératifs économères industriels modernes. Il est tout aussi logique de se demander si ce passage brutal à la sobriété architecturale ne coïncide pas plutôt avec le tarissement définitif du réservoir de connaissances et de main-d'œuvre liquéfiée qui alimentait les grands chantiers du siècle précédent. Les artisans capables de sculpter ces pierres et de couler ces métaux disparaissaient sans que leur savoir-faire soit transmis aux nouvelles générations, la chaîne d'apprentissage ayant été brisée à la racine par les mutations sociopolitiques de l'époque. Silence des archives sur cette rupture technique est particulièrement révélateur. Pour presque tous les grands monuments de la fin du XIXe siècle, les documents de construction présentent des lacunes spécifiques qui interpella les archivistes de l'architecture industrielle. Les séries de photographies de chantier commencent fréquemment au milieu des travaux, montrant des façades déjà partiellement érigées, tandis que les images détaillées des phases de terrassement et de fondation sont singulièrement absentes. Les journaux de bord des ouvriers sont introuvables. Et les entreprises sous-traitants spécialisées dans les travaux d'ornementation complexes apparaissent brièvement dans les grands livres comptables avant de s'évanouir sans laisser d'odelier ou de registre de compagnonnage. Cette absence de traces écrites suggère l'existence d'un mode de transmission du savoir radicalement différent des systèmes bureaucratiques occidentaux, reposant probablement une tradition orale et une mémoire corporelle partagée au sein de réseaux fermés de bâtisseurs. Lorsque ces communautés d'artisans se sont dispersées ou éteintes, leur science pratique s'est évanouie avec elles, laissant les historiens face à des fragments de comptabilité, des photographies tronquées et des listes de noms dépourvus de biographies professionnelles. À la fin du XIXe siècle, en l'absence de réseaux de communication instantanée ou de partage de plans détaillés par des voies rapides, des édifices partageant les mêmes systèmes de proportions et les mêmes séquences constructives s'élevaient sur 6 continents distincts. L'explication par l'influence unique de l'école Arts de Paris, bien qu'exacte pour les théories esthétiques globales, ne suffit pas à expliquer l'homogénéité de la réalisation technique sur le terrain. Les architectes dessinaient les plans, mais ce sont les artisans anonymes qui taillaient la pierre et forgeaient le fer avec une maîtrise technique identique d'un bout à l'autre de la planète. Des indices savoir-faire perdus subsistent pourtant de manière diffuse dans les traditions architecturales vernaculaires de certaines régions isolées, notamment le long des anciens corridors de la route de la soie en Asie centrale ou dans les vallées reculées du Caucase. Ces techniques de maçonnerie et de décoration présentent des similitudes troublantes avec les grands programmes monumentaux du XIXe siècle, suggérant l'existence passée d'un réseau de connaissances techniques beaucoup plus vaste et interconnecté que ne le reconnaît l'histoire officielle. En fin de compte, les monuments de pierre, de fer et de terre cuite qui ornent encore le sœur des grandes métropoles mondiales témoignent silencieusement d'une réalité matérielle que les récits simplistes du progrès industriel peinent d'expliquer de manière pleinement satisfaisante. Thank you for watching. En don forgé tolique en subscribe te support médark en mystérieuse historique content.